Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. C'est le lancement du livre Le guide pratique de la voiture électrique. 125,7 milliards de dollars pour les véhicules électriques aux États-Unis. Toyota dévoile un multisegment électrique. Tesla se prépare à faire rouler ses camions semi. C'est l'heure du sondage annuel sur les électromobilistes québécois de l'AVEQ. Volkswagen lance sa ID4 et elle sera subventionnable par les 2 paliers de gouvernement. 100% de net zéro avec Nicolas Lambert, on parle de l'exploitation des mines. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil, on parle de la moto R-Win CR6. En grande entrevue, Stéphane Levert. On parle de la Porsche Taycan. À connaître son auto en 60 secondes top chrono, acheter tout de suite ou attendre plus tard. Tout ça dans la 102e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines, que vous êtes prêts pour une saison des barbecues, du moins on l'espère. Une saison où on pourra, j'espère également, inviter des amis de la parenté à nos barbecues et qu'on ne sera pas limité à nos bulles familiales ou nos bulles de travail. C'est ce que je nous souhaite, en tout cas collectivement. La vaccination va bon train, donc j'ose espérer qu'on va retrouver un semblant de normalité dans les prochaines semaines, prochains mois, et qu'on pourra bénéficier du plaisir de se déplacer pour aller visiter la parenté là, à l'aide de nos bagnoles électriques. Eh bien, une autre semaine où on a beaucoup de contenu pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier tout ce qui a été préparé pour vous. Tout d'abord, je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer un petit message, soit pour des suggestions de thèmes, de sujets que vous voulez entendre parler ou tout autre truc que vous voulez porter à notre attention, gênez-vous pas, vous pouvez écrire directement à martin@silenceonroule.com. Si vous voulez également nous remercier et nous mettre un petit 5 étoiles là, sur Apple Podcast, qui est bon à la fois pour nous et notre positionnement dans les moteurs de recherche, ben vous pouvez le faire très facilement sur votre téléphone ou votre tablette. Vous écrivez merci.silenceonroule.com. Merci.silenceonroule.com. Ça va vous amener directement sur la page où vous pouvez là, coter de 0 à 5 étoiles. On espère que vous allez pencher plus vers le 5 que vers le 0. Et nous mettre un petit commentaire. C'est toujours très apprécié. D'ailleurs, je tiens à remercier JM et Crazy911 qui tous les deux nous ont laissé des messages il y a de ça quelques jours. Donc, c'est bien apprécié. On a lu ça. Ça fait chaud au cœur. Avant d'aller directement aux actualités, simplement également porter à votre attention que cette semaine avait lieu l'arrivée en magasin et en boutique de la nouvelle édition du guide de la voiture électrique, le guide pratique de la voiture électrique et bien plus, écrite par Daniel Breton et notre ami Pierre Langlois. Donc, vous pouvez maintenant vous le procurer via le site de l'AVEQ, vous y avez accès. Dans toutes les bonnes librairies également, hein, que ce soit Renaud-Bré, Archambault, c'est disponible. Donc, gênez-vous pas pour faire le tour et puis vous procurer ce guide qui est un incontournable. C'est à la fois un guide de l'auto traditionnel avec des fiches sur les véhicules, mais beaucoup plus d'informations. J'ai récemment parlé justement avec Daniel Breton de ce livre-là et je lui demandais là, de nous décrire en quelques mots qu'est-ce que c'était ce guide de l'auto, le guide pratique, devrais-je dire, de l'auto électrique et plus encore? Mais en fait, ce livre-là est en 3 sections. La première section, c'est l'ABC des véhicules électriques. Il y a évidemment le mode d'emploi de la recharge à des bornes de recharge. C'est pour ça que ça s'appelle le guide pratique de la voiture électrique. Comment utiliser une voiture électrique en hiver? Quels sont les programmes gouvernementaux? La deuxième section, tu l'as dit, c'est les essais routiers, mais on ne parle pas tant d'accélération 0-100 km/h ou de tenue dans les courbes. On parle d'impact écologique, on parle de côté pratique, on parle d'aspects liés à un mode de vie qui se veut plus vert, plus conscient de l'environnement.
Alors, les gens intéressés à en savoir plus, il y aura un épisode hors-série qui va être diffusé vendredi prochain pour nos abonnés seulement. Donc, les hors-séries, je vous le rappelle, c'est uniquement pour nos abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Abonnement.silenceonroule.com et c'est totalement gratuit. Alors, pour aller aux actualités dans le monde de l'électromobilité, on écoute une petite publicité de notre commanditaire Précision PPF Vitres teintées. En fait, ils ont fait les vitres sur ma voiture il y a de ça une semaine. Un travail impeccable de professionnel. Donc, évidemment, une façon très directe d'encourager Silence on roule, c'est d'encourager les commanditaires qui rendent le podcast possible. Alors, on écoute tout de suite cette publicité et on va aux actualités. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. 125,7 milliards de dollars canadiens pourraient rendre les véhicules électriques beaucoup plus abordables aux États-Unis. Nous savions que le rabais sur les véhicules électriques était inclus dans le programme de Joe Biden, mais nous ignorions les montants qui seraient assujettis à cet aspect. Nous savons maintenant quel est le montant de rabais que l'administration Biden est prêt à verser sur les véhicules électriques et il s'agit d'une somme importante, soit 125,7 milliards de dollars canadiens. Reuters a rapporté mercredi dans un courriel que le ministère des Transports a envoyé le projet au Congrès avec tous les détails sur le plan, incluant les montants spécifiques en dollars pour les rabais de véhicules électriques. Il est facile de se perdre dans les chiffres, mais il est possible de mettre la situation en perspective. L'administration Obama avait initialement alloué seulement 3 milliards de dollars de financement au programme fédéral de crédit d'impôt pour véhicules électriques qui attribue toujours jusqu'à 7 500 dollars à un acheteur dans sa déclaration de taxes. Ces 3 milliards de dollars canadiens peuvent réduire le prix d'une voiture de 7 500 dollars avec un crédit d'impôt. Imaginez ce que 125,7 milliards de dollars pourront faire pour subventionner l'acquisition de véhicules électriques. Il est question de remises incroyablement généreuses pour faire l'acquisition d'un véhicule et General Motors et Tesla doivent déjà être excités par la nouvelle. Qui l'eût cru? Toyota dévoile son nouveau multisegment électrique Beyond Zero. Toyota a publié une image concept d'un nouveau multisegment électrique qui sera présenté au Salon de l'Auto de Shanghai, un véhicule destiné à l'Europe pour le moment. Le nouveau véhicule électrique sera intégré à sa nouvelle gamme BZ, Beyond Zero, que Toyota a récemment déposée. Nous devrions entendre parler de la version américaine plus tard cette année, un véhicule qui devrait faire compétition à des multisegments électriques tels la Tesla Model Y, la Mustang Mach-E et la Volkswagen ID4. Nous en saurons plus sur le premier modèle BZ électrique de Toyota dans les prochaines semaines lors de ses débuts sur le marché européen et nous devrions en savoir un peu plus sur la version destinée aux États-Unis plus tard cette année. Les berlines et même les fourgonnettes rejoindront également la gamme Beyond Zero. Une nouvelle enquête démontre que même si les véhicules électriques s'améliorent, elles offrent maintenant une autonomie très intéressante. Pour plusieurs consommateurs, ils ont la perception qu'elles sont trop chères. Les voitures électriques ont certainement parcouru un long chemin au cours des 5 dernières années, mais bien que leur autonomie soit de plus en plus comparable à celle à un véhicule à combustion, elles demeurent dispendieuses et la plupart des consommateurs ont l'impression que ça va leur coûter plus cher de rouler électrique qu'à l'essence.
Reuters a récemment publié les résultats d'une enquête annuelle menée par ONC Strategy qui suggère que le nombre de consommateurs souhaitant faire l'acquisition d'un véhicule électrique augmente, même si certains demeurent inquiets et méfiants. L'enquête a été effectuée auprès de 7500 consommateurs sur la planète et les données ont été recueillies de décembre 2020 à janvier 2021. Ces données ont révélé que dans des pays comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni, plus de 50% des consommateurs considèrent un véhicule entièrement électrique comme leur prochain achat automobile. Aux États-Unis et en Allemagne, le pourcentage est un peu plus bas, soit légèrement en bas du 50%, soit presque les mêmes résultats. Il convient également de noter que selon cette enquête, il y a eu une augmentation annuelle au Royaume-Uni et aux États-Unis, respectivement 81 et 61% du nombre de personnes qui envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Voilà encore une belle preuve que les programmes de subvention sur les véhicules électriques ne devraient pas terminer sitôt si on veut continuer la transition si bien amorcée. Tesla se prépare à faire rouler ses camions semi-électriques entre son usine de Fremont et celle du Nevada. Le constructeur automobile sera son propre premier et meilleur client. Tesla a également annoncé vouloir embaucher ses premiers techniciens pour l'entretien de ses semis et on a été surpris de voir qu'il cherchait également du personnel au Canada. Comme l'annonce incluait également des ouvertures de postes à Mississauga en Ontario, nous croyons que Tesla souhaiterait ouvrir un centre de service pour les premiers clients locaux de ses semis, fort probablement Walmart Canada, qui est basé dans la région et qui a commandé 100 camions électriques à Tesla. À toutes les années, l'AVEQ fait un grand sondage sur les électromobilistes québécois afin de mieux connaître le portrait des électromobilistes. Alors, les gens qui sont intéressés de participer à ce sondage peuvent aller sur le site de l'AVEQ à www.aveq.ca et dans les actualités, vous allez trouver le lien là, pour être capable de remplir ce sondage. Plus il y aura d'électromobilistes qui vont répondre au sondage, plus nous aurons une idée précise des électromobilistes québécois et ainsi mieux représenter leurs intérêts. Volkswagen prépare la venue de l'ID4 sur le marché canadien en tant que premier VUS électrique à traction intégrale à être admissible au rabais fédéral. La nouvelle Volkswagen ID4 qui sera disponible au Canada en 2021 change la donne pas tant sur le plan technique que sur celui du marketing. En plus des caractéristiques tenant compte de la réalité canadienne, la meilleure nouvelle est que les Canadiens n'ont pas à prendre le prix de la voiture américaine et à le multiplier par le taux de change. Volkswagen a précisé que le coût de l'ID4 sera de 44 955 $ au nord du 49e parallèle, une annonce bienvenue par rapport au prix des autres véhicules. Le coût d'achat rend le véhicule admissible au rabais fédéral du Canada sur les véhicules électriques de 5 000 $ et au rabais provincial disponible actuellement offert, soit ici au Québec, 8 000 $. En termes de design, la ID4 ressemble plus à une voiture traditionnelle qu'une voiture électrique et ce point pourrait attirer de nouveaux acheteurs de véhicules électriques qui ne sont pas trop attirés par les modèles ayant un look un peu trop futuriste. Cependant, comme nous l'avions mentionné ici au podcast il y a quelques épisodes, il faut s'attendre à ce que les premières années, le véhicule soit disponible en très peu d'exemplaires au Québec. Dès que l'usine de fabrication aux États-Unis sera complétée, il devrait y avoir en la suite suffisamment de véhicules Volkswagen de la gamme ID de disponibles pour nous ici au Québec et ailleurs en Amérique du Nord. Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, de la croûte terrestre à la voiture, quels sont les impacts de l'extraction des minéraux nécessaires à la fabrication de nos voitures électriques? En général, nos produits de consommation ont été créés à partir de l'extraction de ressources naturelles et nos voitures ne font pas exception. En comparaison, la voiture électrique, sur l'ensemble de son cycle de vie, va utiliser environ 1/3 de plus de ressources naturelles qu'une voiture à essence. Évidemment, dans cette comparaison, les ressources ne sont pas exactement les mêmes. Pour les voitures à essence, c'est majoritairement des combustibles fossiles, alors que pour les voitures électriques, on parle davantage de ressources minérales. Mais globalement, une voiture électrique va utiliser plus de ressources. Cette utilisation accrue se concentre principalement au niveau des batteries
et il s'agit de matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos voitures classiques. On y retrouve par exemple du graphite, du cuivre, cobalt, nickel, lithium, et comme toute ressource, le fait d'implanter une mine dans un milieu naturel pour aller l'extraire va inévitablement avoir une empreinte environnementale. À ce sujet, il y a énormément d'informations qui circulent et ça peut être parfois difficile de faire la différence entre le vrai et du faux. Je vais donc essayer de démêler tout ça, à tout le moins pour 3 éléments dont on entend les plus parler, soit le lithium, le cobalt et les terres rares. Le premier élément, le lithium, est un élément assez abondant sur Terre et présentement, il est extrait en faisant évaporer à la surface de l'eau salée qui provient des profondeurs de certains déserts de l'Amérique du Sud. Ce procédé a en fait comme but premier d'aller extraire du potassium pour produire des fertilisants. Et le lithium en est un résidu qui a longtemps été considéré comme n'ayant aucune valeur. Mais les choses ont changé avec l'utilisation accrue du lithium pour nos batteries de téléphone et de voitures. Cette extraction n'utilise pas de produits chimiques ou de procédés polluants, même si à première vue, les images de ces immenses lacs de couleurs différentes peuvent nous induire en erreur. La couleur n'est en fait qu'une indication de la quantité d'eau qui reste à faire évaporer avant d'obtenir le sel qui contient entre autres le lithium. Ensuite, il y a le cobalt, qui suscite des enjeux non pas environnementaux, mais surtout éthiques. Cette mauvaise réputation vient du fait que la très grande majorité du cobalt nous provient de la République démocratique du Congo. Et dans ce pays, il y a une part non négligeable, environ 5%, qui vient de mines artisanales où les conditions de travail peuvent être vraiment mauvaises. Il y a même des enfants qui peuvent travailler à extraire le cobalt dans ces mines à ciel ouvert. Les autorités du Congo essaient d'éliminer cette pratique en créant un meilleur système de traçage pour mieux connaître l'origine du minerai. En attendant, certaines compagnies, dont Tesla, préfèrent développer des batteries qui ne contiennent aucun cobalt afin d'être certains de ne pas encourager cette pratique. Les derniers éléments dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les terres rares. Il s'agit d'un groupe de 15 éléments qui se situent dans la catégorie terres rares du tableau périodique. Ils étaient classés comme rares à l'époque où le tableau périodique a été créé, mais aujourd'hui, on en découvre à beaucoup d'endroits dans le monde, dont au Canada. L'extraction et surtout le raffinage de ces minéraux causent souvent des problèmes car ça entraîne des rejets toxiques comme des métaux lourds ou même des éléments radioactifs. Mais, fait important, il n'y a aucun élément de la catégorie terres rares qui se retrouve dans les batteries de nos véhicules électriques. Les terres rares se retrouvent plutôt dans certains moteurs du véhicule électrique en raison de leurs propriétés magnétiques et aussi dans les catalyseurs de plusieurs modèles de voitures à essence. Donc, malgré ce que certains disent, ce ne sont pas du tout des éléments essentiels sans lesquels l'électrification de transport serait impossible. Aujourd'hui, j'ai fait qu'effleurer le sujet, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite fortement à aller visionner le documentaire À contresens. On y voit un travail d'enquête formidable fait par des journalistes qui voyagent partout dans le monde afin de montrer les impacts environnementaux réels de la fabrication des voitures électriques. Je termine en vous disant que même si la fabrication d'une voiture électrique est bien moins dommageable pour l'environnement que les voitures à essence, je pense qu'il y a de la place pour faire encore mieux. C'est ce que propose la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, qui s'est donné comme mission de pousser le Québec vers une réforme complète de son industrie minière. Ils ont beaucoup de choses très intéressantes à dire sur l'électrification des transports. Je vous invite à aller lire leur article à ce sujet sur leur site Internet. Je vous dis donc à la semaine prochaine et bonne lecture! EV Born, à la maison, en condo. EV Born, vos subventions. EV Born, branché au travail. Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Born est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653. 418-866-0653 ou le www.evborn.com. EV Born, la passion à votre service. Alors aujourd'hui, pour la grande entrevue,
on a une chance extraordinaire parce qu'on l'a souvent comme chroniqueur, mais pas souvent comme collaborateur à la grande entrevue, c'est-à-dire Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin. Écoute Stéphane, on va faire cette entrevue-là ensemble aujourd'hui parce que nous avons eu la chance de rouler avec une rutilante Porsche Taycan, n'est-ce pas? Exact. Écoute, ce que j'ai voulu faire, on entend souvent des modèles qui sont très populaires sur le podcast, puis c'est super bien de couvrir ce que les gens achètent, ce que les gens veulent. Mais j'ai voulu trouver un angle différent pour faire quelques chroniques que je suis en train de préparer. Et la première qu'on a eu la chance de mettre la main dessus, c'est la Porsche Taycan. Et c'est toute une bagnole, hein, comme première, là. Ça décoiffe, c'est le cas de le dire. Ben oui, on a mis la barre haute pour les prochaines. Mais au niveau de Porsche, c'est en fait, j'ai trouvé le moyen de rentrer en contact avec Patrick Saint-Pierre, qui est le directeur des relations publiques chez Porsche Canada. Puis, au fil de nos discussions, je lui ai expliqué c'était quoi Silence on roule, le podcast, puis il a accepté de collaborer avec nous. Fait que c'est super gentil de sa part. Fait que là, on voit que Silence on roule offre le rayonnement que Porsche s'attend de nous là, pour vraiment rejoindre la communauté, la communauté des acheteurs de véhicules électriques. Oui, une clientèle ciblée. Écoute, entrons tout de suite dans le vif du sujet, si tu veux bien, Stéphane. Donc, les modèles de Porsche Taycan, est-ce qu'il y en a plusieurs déclinaisons? Si oui, lesquelles et laquelle nous avions? Bien, effectivement, la Porsche Taycan, ça se décline sous 4 vraiment grandes familles. Il y a vraiment la modèle de base qui l'appelle tout simplement la Taycan. Ensuite de ça, un niveau plus haut, on retrouve la 4S. Ensuite de ça, là, tout le monde va rire, on le sait bien, Turbo et la Turbo S. Évidemment, il n'y a pas de turbo en tant que tel dans un véhicule électrique, mais c'est vraiment au niveau de la déclinaison. Porsche a choisi de garder cette nomenclature de nom-là pour suivre les mêmes gammes dans les autres modèles. Oui. Puis on va y revenir, je pense, sur différents points au cours de l'entrevue, Stéphane, mais on sent vraiment le souci de Porsche de ne pas dépayser son client typique de Porsche. Puis je pense que le choix de garder l'appellation turbo, même sur une voiture qui n'a pas de turbo, c'est pas étranger à ce choix-là ou cette orientation-là de l'entreprise. C'est exactement ça. Dans le fond, Porsche, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de livrer, de mettre sur le marché une Porsche avec le type de conduite, l'essence, la nature d'une Porsche, mais avec une propulsion 100% électrique. C'est pas donné ces petits joujoux-là. Donc, tu as parlé du modèle de base aller jusqu'au Turbo S. Ça joue dans quel prix, là, quelqu'un qui voudrait se lancer sur cet achat-là? Bien, au Canada, là, mettons, le modèle de base, on peut s'attendre à quelque chose dans les environs de 122 000 $, mettons, le modèle Taycan de base avec la plus petite batterie. Et évidemment, là, on est chez Porsche, donc la liste d'options, elle peut être très, très, très longue là, si on se met à ouvrir le catalogue. Longue et dispendieuse. Oui, tantôt, on y reviendra, mais il y a vraiment soit des petites options qui coûtent vraiment pas cher, comme il y en a que, évidemment, mettons, si on parle, par exemple, de la plus grande batterie là, qu'on peut avoir, qui s'appelle la batterie Performance Plus, 7 500 $. Puis, évidemment, là, c'est au niveau de la capacité de la batterie. C'est des options qui peuvent aller plus haut. Puis, mettons un modèle Turbo S qui est vraiment le top de la gamme. Mais là, on est plus dans les environs de 215 000 $. Wow, OK. Et le modèle qu'on avait, c'était pas la plus petite. Là. On avait une belle entre les mains. Oui, effectivement, c'est un modèle super intéressant qui était la 4S, qui est vraiment le modèle qui est un petit peu plus équipé que le modèle de base, mais sans tomber dans les modèles un petit peu plus pointus là, au niveau de la performance qui est les Turbo et Turbo S. Donc, nous, on avait le modèle 4S et puis avec ça, on avait la batterie Performance Plus et quelques petites options. Donc, le modèle d'essai, là, grosso modo, là, on m'a fourni le pedigree complet de la voiture qu'on avait entre les mains. Et c'était environ 149 700 $ là, plus taxes. Oui, ça s'appelle tu y fais attention, hein? Effectivement. Puis c'est un peu ça, dans le fond, le public cible de Porsche. Là, il s'adresse vraiment à des puristes là, au niveau de la conduite. Fait que quelqu'un qui se magasine une Porsche, là, je pense que c'est des ranges de prix là, qui sont pas nécessairement hors de
mesure là, au niveau de non, quelqu'un absolument qui pas. se magasine des véhicules de ce type-là. Si on compare le prix des autres Porsche avec des moteurs à combustion, on fait pas du kit au double. Là. On est quand même dans les gammes de prix auxquelles on s'attend. Peut-être un petit surplus dû au fait que c'est électrique, mais quand même, c'est un acheteur de Porsche s'attend des voitures dans ces eaux-là. Tu as parlé de grosseur de batterie. Nous, on avait la Performance Plus, qui est une option là, à 7 500 $. C'est quoi les capacités de batterie, le choix qu'on a avec ces véhicules-là? C'est des capacités de batterie. On parle de 79 kWh brut là, au niveau de la capacité nominale de la batterie, au niveau de la batterie standard. Puis au niveau de la Performance Plus, là, on tombe dans une capacité de 93 kWh. OK. Donc, des grosses batteries, là. On est dans Effectivement. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent livrer, c'est vraiment un produit qui va être... on est vraiment dans des produits de luxe, là, évidemment. On est chez Porsche, mais ce qu'ils voulaient, c'est évidemment pas restreindre au niveau de la capacité. Puis, ce qui est un peu contradictoire un peu avec le range annoncé. Par contre, on est habitué à des constructeurs qui veulent nous annoncer des ranges le plus élevé possible. Mais tu vois, là, au niveau de l'autonomie APA, quand on parle d'une batterie de Performance Plus comme qu'on avait, là, on est plus dans les 327 km. Donc, Porsche a été extrêmement prudent en annonçant ses capacités. Puis ça a été un petit peu, lors du dévoilement, ça a été un petit peu quelque chose que les puristes au niveau des véhicules électriques ont un peu décrié, c'est-à-dire qu'une si grande capacité versus une autonomie annoncée qui est plus ou moins en lien avec ce qu'on pourrait s'attendre. Mais je peux vraiment dire là, que suite à l'essai qu'on a fait, c'est très prudent. Là. Ouais. 327 km, là, je peux te dire qu'on était dans des conditions hivernales, évidemment. On était début janvier, puis 300 km, là, selon moi, c'était une autonomie que j'étais capable de projeter assez facilement là, au niveau même dans des conduites hivernales. Ouais. Donc, on a parlé de la capacité de la batterie puis de l'autonomie que ça lui donne. Je pense qu'il est important de rappeler que sur la Porsche Taycan, c'est une batterie qui, contrairement aux véhicules électriques là, standards qu'on trouve sur le marché, qui ont des tensions de batterie qui vont jouer entre 370, mettons, puis 450-460 volts. Là, on tombe dans les gammes de tension de batterie qui sont plus proches de celles des véhicules de transport de marchandises ou véhicules-là. On est plus proche du 800 volts, 720 quelques volts en réalité. Là. Donc, c'est une batterie à haute tension. Comme tu dis, là, dans le fond, on est habitué 400 volts, mettons, dans une moyenne. Là. Puis les gens, on comprend là, que c'est dans ces eaux-là. Effectivement, Porsche est arrivé avec une technologie qui est extrêmement avancée. On en a déjà parlé sur le podcast. Un de mes collègues chroniqueurs avait déjà abordé ce sujet-là. C'est effectivement une technologie que, actuellement, Porsche, dans le véhicule routier que les gens peuvent acheter, c'est le seul qui offre cette technologie de batterie-là. Puis ça a été justement un des angles au niveau des tests que je voulais faire avec la Porsche Taycan, qui est un des volets qui est extrêmement intéressant, que je voulais vraiment voir là, au niveau des capacités, surtout au niveau de la recharge, on va en parler tantôt, pour voir là, qu'est-ce que ça pourrait nous donner, surtout dans des cas de conduite en hiver comme qu'on a testé. Tout à fait, tout à fait. Puis je rappelle que l'avantage ou l'objectif d'avoir des batteries avec des plus hautes tensions, la puissance étant le facteur de multiplication entre la tension et le courant, plus on a des batteries qui ont des hautes tensions, moins ça prend de courant pour obtenir la même puissance. Puis on sait que déjà les câbles sont assez gros sur les bornes, les pièces aussi coûtent cher quand ils peuvent fournir des très très forts courants. Donc il y a des avantages technologiques au niveau de l'infrastructure de recharge à charger à plus haute tension, mais à plus bas courant. Mais on va voir qu'entre la théorie et la pratique, puis ce qui est disponible aussi sur le marché en termes de bornes, mais de capacité de recharge, ça peut, c'est un avantage qui peut être un peu secondaire ou négligeable à première vue, du moins au moment où on se parle avec les réseaux de recharge tels qu'on le connaît. Écoute, Stéphane, on va parler un peu plus peut-être de l'essai, c'est-à-dire que les tests qu'on a faits, on l'a conduit tous les deux, on a pu expérimenter un peu l'approche, la sensation de conduite. Premier commentaire, en tout cas le mien, c'est que on conduit vraiment une Porsche. Là, hein? Entre les mains, on n'a pas l'impression
après ma barre qu'on est dans une auto électrique, on le réalise qu'elle est électrique, mais le premier feeling qu'on a, c'est je conduis une Porsche. Oui, effectivement. Ça ne se limite pas au mot turbo là, qui est dans la gamme. Quand on s'assoit dans la Porsche, et je n'ai jamais possédé de Porsche, évidemment, mais quand on s'assoit dedans, on voit vraiment que ce qu'ils ont voulu nous donner comme sensation au niveau autant de la présentation, évidemment, au niveau de l'habitacle, ils sont arrivés avec un tableau de bord derrière le volant, tout digital, là, avec un écran qui se positionne derrière le volant. Un écran aussi au niveau de l'infodivertissement et un troisième écran qui est plus au niveau, par exemple, où est-ce qu'habituellement on est habitué d'avoir le bras de transmission. Donc, ils ont mis un troisième écran là pour le contrôle de la climatisation et aussi au moment que, lorsqu'on recharge, là, il y a la progression de la recharge qui peut s'afficher sur ce troisième écran-là, qui est vraiment au niveau de la console. Fait que ça, c'est bien fait, mais autre que cette avancée technologique-là, au niveau de la présentation de l'interface et du feeling qu'on présente au conducteur. Après ça, une fois qu'on prend le volant puis qu'on part avec, on reconnaît là, vraiment ce qu'on a voulu donner aux clients, c'est-à-dire la performance et là, au niveau de la précision de la conduite, la suspension qui est une suspension à l'air qui nous donne, qu'on peut adapter, qui nous donne vraiment les bonnes sensations là, au niveau de la conduite. J'ose même pas imaginer ce que ça doit être sur une piste, ça doit se comporter comme un charme. Fait qu'au-delà de tout ça, c'est au niveau de l'expérience de conduite. Quelqu'un qui est habitué de conduire une Porsche et qui serait intéressé à trouver juste un véhicule électrique au niveau de l'avancée technologique, puis qui est intéressé par ça ou qui en a déjà conduit, mais qui voudrait retourner, par exemple, dans un produit Porsche parce qu'il a déjà conduit ça dans le passé, il ne serait pas déçu. Ça, c'est certain. Moi, je te dirais que ce qui m'a le plus frappé, Stéphane, c'est à quel point la conduite est comme une voiture traditionnelle à essence. Je me rappelle, entre autres, là, ma première sortie d'autoroute, là, donc, tu sais, on est à quoi, 100, 110 km/h, puis on prend la sortie, on prend la courbe là, pour sortir de l'autoroute. En ôtant le pied sur l'accélérateur, il y a pas ou à peu près pas de compression. En fait, c'est habituellement avec des freins régénératifs, on sent que la voiture freine par régénération. Là, rien. On a vraiment l'air d'aller du véhicule se poursuit. Tant et aussi bien que j'ai eu la même sensation que quand je prends une voiture à essence puis que ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une, là, parce que je suis habitué de conduire électrique, puis je me dis « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention. » Quand j'ôte le pied sur l'accélérateur, ça va continuer à rouler sur une bonne aire d'aller. On avait exactement le même feeling. Exactement. J'ai eu le même réflexe que toi quand les premières fois que je me suis assis derrière le volant et que je suis arrivé à un arrêt, il a fallu que je freine assez brusquement la première fois parce que, comme toi, moi aussi, je suis habitué de conduire des véhicules électriques. Puis, pour la majorité des modèles, on arrive à avoir une conduite à une pédale ou presque à une pédale. Mettons que ça serait juste pour arrêter puis stopper le véhicule complètement. Au niveau de Porsche, c'est voulu. Ils ont vraiment voulu faire cette approche-là pour que les puristes, que vraiment les gens qui sont habitués d'être chez Porsche ne soient pas dépaysés au niveau de la conduite. Il y a vraiment un mode qu'on peut activer une régénération, mais elle est très subtile. Tu sais, c'est vraiment comparable à une voiture à essence que, par exemple, au niveau on rétrograderait, mettons, de vitesse là, sur une conduite avec une transmission manuelle. Mais ça ne fait pas en sorte que la Porsche Taycan ne régénère pas. Donc, quand on appuie sur les freins, on voit vraiment qu'il y a une régénération qui se fait là parce que, si tu te rappelles, là, pendant notre essai, on a la vitesse vraiment qui est au point central et lorsqu'on accélère, ben, il y a vraiment la puissance qui est affichée d'un côté et lorsqu'on régénère, quand on freine, la régénération est de l'autre côté. Donc, quand on fait juste retirer notre pied de l'accélérateur, c'est minime la portion qui est régénérée, mais dès qu'on appuie sur la pédale de frein, et là, elle nous donne la pleine puissance. Fait que c'est sûr que, par exemple, sur une conduite, par exemple, sur un circuit, évidemment, les freins mécaniques seraient sollicités, on est d'accord, mais dans une conduite normale, oui, on utilise la pédale de frein, mais c'est la régénération vraiment qui stoppe le véhicule. Oui, tout à fait. On a été chanceux dans notre malchance. Le fait de l'essayer l'hiver, ça nous a permis aussi de tester un peu la traction intégrale qu'il y a sur ce véhicule-là. Parle-nous donc un peu de comment tu l'as trouvé en termes de traction intégrale. Bien, c'est exact. Donc, la Porsche Taycan a, comme les autres véhicules électriques qui sont
à traction intégrale, donc un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Donc, nous donne une traction intégrale. Moi, honnêtement, j'ai été extrêmement surpris de voir que la Porsche Taycan, c'est pas un véhicule de 2 saisons, là. C'est vraiment au Québec, là, pour quelqu'un qui veut en acheter une, d'en conduire une, ça se conduit très bien à 4 saisons par année. Là. La traction intégrale se débrouille absolument très bien là, sur la neige, sur la glace. Il n'y a vraiment aucun problème. Là. C'est une voiture qui a quand même un bon empattement aussi, des bons pneus. On sentait, là, c'était très... un sentiment de contrôle. Là. Les gens qui aiment, par exemple, le feeling d'un petit crossover Subaru dans de la neige, là, ben, on retrouve cette même sensation-là de contrôle de la traction intégrale. Puis le véhicule est assez lourd quand même en étant un véhicule électrique. C'était très, très, très confortable comme conduite, même dans des conditions où il y avait de la neige. Puis c'était glissant pas mal. Si on parlait maintenant des aspects plus physiques, donc c'est un grand 4 places, c'est un véritable 4 places. Ça, c'est quand même assez spacieux à l'intérieur. Faut dire qu'on n'est pas des géants ni l'un ni l'autre, là, mais quand même, il y avait de l'espace. Je pense que c'est une voiture qui n'a pas les inconvénients des petites voitures électriques qu'on est habitué où on est un peu tassé quand on embarque dans l'arrière. Je pense entre autres aux voitures Tesla qui parfois ont l'inconvénient d'être un peu petites dans les modèles S ou modèle S est un peu plus grand, mais modèle 3 par exemple, mais modèle Y et X est un peu plus grand. Là, on est plus dans ces eaux-là. Hein? On est dans un véhicule un peu plus gros, un peu plus spacieux. Donc, c'est un bon 4 places. Il y a un frunk en avant. Effectivement. Écoute, moi, j'ai testé la voiture pendant une semaine à la maison. Donc, mes enfants ont pu embarquer dedans. Il n'y a eu aucun problème à les asseoir et qu'ils soient confortables. Effectivement, il y a une valise, donc le coffre arrière et pas de type hatchback, donc qui rouvre vraiment sous la lunette arrière. Je trouve qu'au niveau du format de la valise, on n'achète pas évidemment une Porsche pour son aspect pratique, mais au niveau de l'espace qui était disponible autant dans le coffre arrière que dans le front en avant, j'ai trouvé ça extrêmement pratique là, au niveau de l'espace qui était disponible là, au niveau du cargo. Ouais. Un beau toit vitré aussi, je sais que c'est la mode, on a ça sur la Tesla 3, et puis la Y, on a ça aussi sur la nouvelle ID4 qui s'en vient, plein de véhicules là, qui ont des toits vitrés. On a ça également sur cette voiture-là. Elle vient avec un système de connectivité aussi. Peux-tu nous en parler un peu? Effectivement, là, comme tout véhicule électrique qui se respecte, là, ça vient avec une application. Donc, Porsche m'a permis d'installer l'application pour pouvoir la tester. Donc, évidemment, les fonctions de base, là, pouvoir surveiller l'état de la charge lorsqu'on la branche, c'est là. Partir la climatisation pour préchauffer ou pré-climatiser l'été, c'est là aussi. Donc, ça, c'est intéressant, au moins d'arriver avec une connectivité qui est intéressante au niveau des véhicules électriques. Je pense que c'est quand même, ça fait partie du package. Là, quand on achète un véhicule électrique, on s'attend à un certain niveau de technologie. Ouais. Donc ça, c'est là. Ça vient aussi avec une deuxième application qui s'appelle Charging Enna. Enna pour North America. Évidemment, c'est un Porsche vend des véhicules partout dans le monde. Ça nous permet de pouvoir profiter de 3 ans de recharge sur Electrify Canada. Donc, ils sont en train de déployer tranquillement, pas vite, là, au Québec puis dans le reste du Canada. Donc, Porsche livre avec 3 ans de recharge sur ce réseau-là là, qui est en train d'être déployé. Justement, tu m'ouvres la porte parce que le temps file, puis je veux qu'on ait le temps d'en parler. La recharge, la fameuse recharge, tout le monde se pose des questions là-dessus, sur tous les véhicules, les performances de recharge. Ce que nous dit le manufacturier, c'est que le véhicule pourrait atteindre des puissances de recharge là, quand même assez phénoménales. Hein? Peux-tu nous parler un peu des spécifications du manufacturier? Puis après ça, on parlera des tests qu'on a faits. Oui, bien, Porsche annonce que la Porsche Taycan, évidemment, comme on a dit tantôt, grâce à son infrastructure, son architecture de batterie 800 volts, serait capable d'atteindre des pics qu'on appelle la pointe de recharge, vraiment. On le sait tous là, que les maximums qui sont annoncés, c'est pas un plateau, là, on n'atteint pas ça, puis on maintient ça pendant extrêmement longtemps, mais on parle de 270 kilowatts.
Okay? Donc, ça, c'est vraiment dans un cas idéal qu'on obtient. Évidemment, on a une borne qui est capable de le fournir. Donc, on parle de borne 800 volts dans ce cas-ci. Donc, de 270 kW. Et puis, donc, la courbe de recharge, on peut s'attendre à maintenir un au-dessus de 100 kW là, jusqu'à 60, entre 60 et 80 dans des conditions idéales, évidemment. Okay. Là, nous, on était loin des conditions idéales. On était une journée d'hiver. Il faisait passablement froid cette journée-là, même s'il n'a pas fait froid beaucoup cette année. On a pris une journée où il faisait pas mal froid. Là. On avait les doigts gelés, c'était pas trop long dehors. On a fait des tests, évidemment. On s'est déplacé un peu, puis on a abaissé le niveau de charge quand même assez bas pour être capable de la charger de façon adéquate. Peux-tu nous parler un peu du rendement qu'on a obtenu lors de notre recharge sur une borne du réseau Electrify Canada, d'ailleurs? Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est faire évidemment un petit bout de distance là, pour essayer de soit à la fois de réchauffer la batterie. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un indicateur précis. Tu sais, tantôt, on parlait des features au niveau des véhicules électriques, au niveau de la régénération qu'on n'avait pas dans ce véhicule-là, mais l'indicateur de la température de la batterie qui est là, au moins on est capable de voir, on a pu benchmarker, là, comme qu'on peut dire, la puissance qu'on avait versus la température. Et voir la température augmenter au fur et à mesure où on chargeait, donc qu'on réchauffait la batterie. Oui. Donc, une des spécificités de la Porsche, c'est qu'il y a 2 ports de recharge. Donc, on a un port de recharge des deux côtés, côté passager et côté conducteur. Du côté conducteur, par contre, c'est juste au niveau de la recharge niveau 2. Donc, à la maison, si votre borne est d'un côté ou de l'autre, ben, vous pouvez les brancher des deux côtés. Au niveau de la recharge rapide, c'est juste seulement du côté passager. Donc, on a stationné la voiture, évidemment, en conséquence de pouvoir avoir le côté passager accessible. Juste avant d'arriver dans nos statistiques, juste pour que les gens comprennent bien là, que le 800 volts, c'est pas seulement au niveau de la puissance de recharge que ça fait une différence, mais aussi au niveau de lorsqu'on va la brancher sur une borne de 400 volts, vu que la batterie est de 800 volts, ou bon, évidemment, elle va varier là, selon l'état de charge, alentour d'un 720 volts, évidemment. La Taycan, pour pouvoir brancher sur une borne, bon, une BRCC, mettons, normale, là, qu'on voit partout dans nos villes, là, sur une borne 400 volts, ben, il faut un chargeur embarqué qui va venir upgrader la tension de 400 vers 800. Donc ça, c'est vraiment une option que les gens ils vont vouloir vraiment avoir sur leur modèle. Donc, on peut l'acheter ou ne pas l'acheter, hein? C'est ce que je comprends. Exactement, c'est vraiment une option. Et 520 $. Donc, dans la nomenclature d'options, c'est pas une option qui est très chère et elle vaut la peine, évidemment, là, pour pouvoir se brancher partout, là, peu importe la tension de la borne. Donc, si on en revient à ce qu'on disait tantôt au niveau de nos recharges par temps de fois. Donc, on est arrivé et lorsqu'on s'est branché, donc moi, ce que je voulais vraiment faire au niveau du test qu'on s'en allait faire sur le réseau de Electrify Canada, ce qui est intéressant, ben, ce qu'on avait à notre disposition, c'est qu'on avait une borne qu'on peut mettre en guillemets standard et une borne 800 volts à côté. Okay? Donc moi, ce que j'ai voulu voir, c'est que dans des conditions similaires, donc il faisait froid, ce que je voulais m'assurer, c'est que est-ce que le fait d'avoir un 800 volts pouvait nous donner, mettons, un ratio de jusqu'à, mettons, 2 fois plus rapide dans des conditions exactement les mêmes. Donc, on s'est branché premièrement sur la borne 400 volts pour avoir une vitesse de recharge de 70 kW. Donc là, pour les gens qui nous écoutent, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire le saut en disant, voyons, 70 kW, c'est bon. Il n'y a rien, c'est pas gênant d'avoir 70 kW, même quand il fait froid. Mais quand on se dit la Taycan est capable d'accepter jusqu'à 270, bon, c'est un débat. Mais tout ça pour dire que c'était 70 kW qu'on avait au début de la recharge. Oui, mais ça l'a monté, assez réchauffé la batterie un peu. Là. Assez réchauffé. Donc là, on a essayé de voir là, si on est capable de la faire monter rapidement. Et assez rapidement dans le test, ce qu'on a voulu faire, c'est la débrancher et aller tout de suite au niveau de la borne 800 volts pour voir si justement on avait ce gain-là appréciable là, au niveau de la tension de la batterie. Et ça n'a pas changé grand-chose.
Pas du tout. On a eu la même puissance, en fait. Hein? Exactement. Donc, quand on a passé de la 400 volts à la 800 volts, c'est resté à la même puissance qu'elle était à la fin de la recharge sur la 400 volts. Et là, évidemment, ça a continué à monter. Donc, la pratique derrière cette théorie-là, c'est que, dans le fond, lorsqu'on la branche sur la borne 400 volts, comme j'ai dit plus tôt, c'est un chargeur embarqué qui vient convertir le courant en 800 volts. Donc, si, mettons, on prend des chiffres concrets, là, par exemple, là, qu'on était sur la borne 400 volts, puis la borne, je ne sais pas, nous donnait 100 ampères. Okay? Donc, ça nous donne une puissance que le chargeur embarqué, lui, convertit en 800 volts, mais descend la puissance au niveau de l'ampérage. Donc il augmente la tension, mais il descend le courant dans les mêmes proportions. Dans le fond, la batterie, ce qu'elle dit vraiment au niveau de la borne, c'est un nombre maximal de puissance en kilowatts qu'on est capable de prendre. Et puis, c'est tout simplement ça qui est capable d'être tiré de la borne vers la batterie. Il faut quand même dire, Stéphane, là, qu'il faisait froid, puis on a quand même été chercher à un moment donné un petit peu en haut de 150 kW de puissance. C'est quand même très bon. Là. Évidemment, on n'a pas tenu cette puissance-là tout le temps. Là. On s'est tenu longtemps, presque tout le temps aux alentours de... On a monté à 150, puis on est redescendu à peu près jusqu'à 100 kW. On est resté autour de 100 kW. À partir de 60%? À 60%, on est à 100 kW? Oui, c'est ça. On a frappé un plateau après ça de 100 kW à partir de 60% jusqu'à 80. Et là, ça l'a descendu drastiquement. Ce qui est normal. Puis là, ce qui est exactement normal. Puis c'est fait pour ça, évidemment, la recherche rapide, là, pour pouvoir justement atteindre notre prochain point de destination. Là, on le sait. Hey, c'est excitant, tout ça, on pourrait en parler longtemps, mais le temps file et on est déjà rendu à la fin de l'entrevue. Stéphane, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bagnole-là? C'est exactement, ça le dit, c'est une bagnole, c'est vraiment quelque chose, là, comme j'ai dit là, plus tôt, là, avoir la chance d'essayer ce véhicule-là sur une piste, ça serait dans des conditions pour lesquelles, selon moi, a été faite. Fait que ça serait vraiment quelque chose. Donc, pour ceux, comme j'ai dit plus tôt, là, qui recherchent une Porsche dans la nature du mot, là, quelqu'un qui a déjà conduit une Porsche et qui veut retrouver ça dans un véhicule électrique, c'est définitivement un véhicule à considérer. Ouais. On en profite pour remercier Porsche Canada pour nous avoir permis de faire cet essai-là. Il y a d'autres essais à venir. Stéphane, des entrevues comme ça, on risque d'en faire d'autres. On fait de tests de d'autres modèles de véhicules. Donc, oui, on invite nos auditeurs à rester aux aguets. Oui, effectivement, 2021, ça s'annonce à être une grosse année. Là, puis j'espère pouvoir offrir à nos auditeurs la chance d'en entendre plus des essais comme ça. Ben, c'est super. J'ai adoré en passant, puis c'est avec plaisir là, qu'on pourra récidiver avec d'autres modèles. Stéphane Levert, chroniqueur de la chronique Rouler vert à Silence on roule, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je te remercie, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
Cette semaine, dans ma chronique, je vous parle de la moto électrique CR6 d'Orwin. Orwin est un manufacturier de motos et scooters électriques chinois qui est présent en Europe depuis 2017. Orwin Canada a été créé à la fin de 2019 par un groupe de Québécois afin de distribuer ces motos au Canada. Ceux qui ont visité les salons de la moto de Montréal et Québec en 2020, soit juste avant que la pandémie engendre plusieurs bouleversements, ont pu voir les kiosques d'Orwin où étaient exposées leurs motos. La pandémie a ralenti les plans d'Orwin Canada dans le développement de leur réseau de concessionnaires et dans leur travail avec Transport Canada pour l'homologation de leurs véhicules qui nécessitent une immatriculation. Jean-Philippe Ziromski, le président d'Orwin Canada, me disait que les choses avancent maintenant mieux et qu'il prévoit avoir ces modèles prêts à être vendus au Canada au début de 2022. Orwin Canada offre aussi des vélos et des trottinettes électriques. Au niveau des motos et scooters pour le marché canadien, Orwin va se concentrer sur deux modèles, la moto CR6 et le scooter EK3. J'ai dernièrement fait l'essai de la moto CR6 et voici un peu mes impressions sur le produit. Tout d'abord, au niveau des caractéristiques de la CR6, il s'agit d'une petite moto semblable à une moto 250cc en termes de dimension. Le modèle d'essai est une moto qui peut atteindre environ 95 km/h de vitesse maximum. Dans la réglementation canadienne, il y a une catégorie de motos à vitesse limitée pour les motos limitées à une vitesse de 70 km/h, ce qui permet dans la majorité des provinces canadiennes de conduire ce genre de moto sans permis moto, mais avec un simple permis de conduire de voiture, car elle se classe dans la catégorie des cyclomoteurs. Orwin Canada prévoit limiter électroniquement la vitesse de la moto à 70 km/h afin qu'elle puisse entrer dans cette catégorie. Il faut dire qu'à 95 km/h de vitesse maximale, et ce dans les meilleures conditions, la moto ne serait pas très compétitive dans cette catégorie. Mais dans la catégorie des scooters et motos qu'on peut conduire avec un simple permis de conduire pour une voiture, la CR6 devient une option de transport électrique très intéressante. La moto est propulsée par un moteur de 6,2 kW qui entraîne la roue arrière à l'aide d'une chaîne, ce qui est différent de la majorité des petites motos électriques qui vont souvent avoir un moteur roue ou encore entraîner la roue arrière à l'aide d'une courroie. La batterie a une capacité de 3,96 kWh et on nous promet une autonomie de 150 km. Compte tenu du caractère urbain d'un tel véhicule, 150 km d'autonomie, c'est très bien. Pour visualiser 150 km, si on prend l'île de Montréal et qu'on la mesure dans sa largeur de la pointe ouest à la pointe est, on a environ 50 km. La batterie lithium-ion est composée de petites cellules 18650 de Panasonic. Ce sont les mêmes batteries utilisées par Tesla dans ses modèles S et X. Le bloc batterie de la CR6 est fixe et il doit donc être rechargé à même le véhicule. La recharge se fait à l'aide d'un simple câble d'alimentation branché sur le 120 volts et contrairement à plusieurs scooters électriques, il ne s'agit pas d'un chargeur externe encombrant, mais bien d'un simple fil car le chargeur est intégré dans la moto. La recharge prend environ 3 heures pour le 0 à 80% et jusqu'à 6 heures pour une recharge complète. Comme je le disais, j'ai donc eu la chance d'essayer la CR6 dernièrement. Il s'agissait d'un court essai en circuit fermé, mais cela m'a permis d'avoir une bonne impression du produit. Tout d'abord, au niveau du look, c'est très bien réussi. La moto est d'un bon format et on est confortablement assis. Le look mise sur un aspect un peu rétro, un peu comme la Super Soco TC. Les lumières sont toutes ODEL. À la prise en main, la moto est légère, les accélérations sont franches et beaucoup plus intéressantes que sur un scooter 50cc à essence et le véhicule peut facilement atteindre les 70 km/h. Dans un environnement urbain, on se sent vraiment au volant d'une petite moto et non pas d'un simple scooter. Le freinage est puissant et utilise la technologie CBS, ce qui veut dire que même si on n'utilise qu'un seul frein, le système va répartir le freinage entre la roue avant et arrière. Il n'y a pas d'ABS, ce qui fait que dans un freinage d'urgence, la roue arrière a tendance à bloquer. La moto étant électrique, elle est extrêmement silencieuse et on n'entend essentiellement que le silement de la chaîne. Mon court test ne m'a pas permis de tester l'autonomie réelle de la moto. Au final, une belle petite moto électrique, surtout dans la catégorie des cyclomoteurs qui peuvent être conduits avec un simple permis de conduire automobile. Orwin annonce un prix de détail de 8 499 $ pour sa moto. Au Québec, il y a le rabais vert de 500 $ qui devrait normalement être disponible pour ce type de véhicule lorsqu'elle arrivera sur le marché.
Vous pouvez en apprendre plus sur les produits Orwin et la CR6 en visitant le site de orwin.ca. Vous pouvez aussi voir des informations sur leur autre produit, dont le scooter EK3, qui lui est un scooter plus traditionnel dans sa forme. Je reparlerai sûrement de ce modèle plus en détail dans une prochaine chronique, mais pour l'instant, je vous dis à la prochaine pour une autre de mes chroniques. Il n'y a pas juste des voitures. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est: est-on mieux de faire l'achat de notre véhicule électrique tout de suite? Il me semble que la technologie évolue tellement vite, mon véhicule risque de perdre la valeur au profit des nouveaux véhicules avec plus d'autonomie et plus de technologie. Cette affirmation est à la fois vraie et fausse. Vraie parce que tout bien de consommation, encore plus quand il est technologique, va se faire dépasser en termes de caractéristiques par les nouveaux modèles qui vont sortir dans les années suivantes. Évidemment, ça fait perdre un peu de valeur à notre bien, donc dans le cas présent, notre véhicule. Par contre, sachez qu'un véhicule à essence consomme entre 2000 et 2500 $ d'essence par année. Chaque année que vous attendez pour faire le saut vers un véhicule électrique, c'est 2000 à 2500 $ d'essence de plus que vous allez dépenser. Cette économie d'essence avec votre véhicule électrique viendra dans la très grande majorité des cas contrecarrer la perte de valeur du véhicule pour la durée que vous l'aurez possédé. Mieux vaut faire le choix de changer pour l'électrique dès maintenant. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la COVID, les activités se font principalement en mode virtuel. Il y a mercredi le 28 avril à 19h la conférence « La voiture électrique, est-ce pour vous ?» C'est donné par Simon-Pierre Rioux à la bibliothèque pour la bibliothèque de Brossard. Mercredi le 19 mai à 19h30, kiosque virtuel avec des réponses à vos questions par un panel d'électromobilistes d'expérience. Les inscriptions se font via le site web de l'AVEC dans la section du calendrier des activités. Et un autre calendrier virtuel qui aura lieu cette fois-là le mercredi 16 juin à 19h30. Donc, encore une fois, inscription via le site web de l'AVEC dans le calendrier de nos activités. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Daniel Breton, Nicolas Lambert, Philippe Corbeil ainsi que Stéphane Levert. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Tout commentaire concernant l'émission peut être envoyé à martin@silenceonroule.com et les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association sont envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives@silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.